Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. L'invité de Culture Passion aujourd'hui est un chasseur d'images, un chasseur d'orages. Il est aussi addict aux aurores boréales. Alors il expose actuellement à la galerie 411. C'est une magnifique exposition d'ailleurs que je conseille d'aller voir. Alors bonjour Yannick Le Godec. Bonjour. Alors vous exposez effectivement dans ce lieu qui pour vous a une résonance particulière, puisque je crois que dans votre jeunesse, vous y avez été en tant qu'élève. Oui, exactement. Voilà. J'ai passé un bac pro productique, qui est aujourd'hui mon métier tourneur-fraiseur, et donc j'ai passé le bac pro dans cette école, qui à l'époque c'était le CFAI de Tarbes. Voilà, et donc j'ai fait 2 ans dans cette école-là. Et alors, est-ce que vous aviez déjà un attrait particulier pour tout ce qui était artistique, créativité ? Alors, disons que je commençais, parce que depuis petit, je dessinais beaucoup en fait, et donc j'avais quand même ce petit truc avec l'art. Et donc, voilà quoi, ça... Après, la photo m'est venue plus tard, mais bon, j'avais déjà un peu ça en moi, on va dire. Oui, et alors... Vous avez découvert aussi la montagne, je crois, avec votre père, qui vous a mené en randonnée, même vous bivouaquiez avec lui. Et c'est ce qui vous a donné ce goût un peu de la nuit aussi, des grands espaces. Oui, alors voilà, exactement. En fait, déjà depuis petit, j'ai toujours été attiré par la nature. Déjà, ça a commencé très jeune. Je partais dans les bois. Voilà, j'observais, je dessinais, enfin, j'étais enfin, j'avais un lien étroit avec la nature. Et mon père, donc, très jeune, m'a amené, j'ai eu la chance qu'il m'amène en montagne avec lui. Donc, pour me faire vivre des premières aventures, voilà, quand on est jeune, c'est assez exceptionnel de se retrouver là-haut, aller bivouaquer. Alors, à l'époque, on pêchait beaucoup, tous les deux, mais bon, déjà, ça m'a donné cette attirance vers ces grands espaces, et ça fait que continuer, enfin, ce que j'avais en moi depuis petit, quoi. Cette passion pour la nature, quoi, on va dire. Et vous avez aussi une passion pour les ciels étoilés, et vous aimez dormir sous les étoiles. Oui, voilà. Alors après, forcément, j'ai toujours aimé aussi la nature, donc j'ai toujours été curieux. L'univers, ça me passionne depuis petit, et j'ai toujours, voilà, je me suis toujours posé plein de questions. Qu'est-ce qu'il y a là-haut, qu'est-ce que c'est tout ça, quoi. Donc, et forcément, quand on partait bivouaquer en montagne, voilà, il y avait ce ciel, il y avait tout ce tas d'étoiles là qui me dépassait, et c'est vrai que ça m'interpellait déjà. Donc, ça, c'était voilà, un hôtel 4 étoiles à ciel ouvert. Enfin, c'était du luxe, quoi, d'avoir ça. Oui, ça entraînait déjà des questionnements. Oui. Et alors, comment avez-vous commencé donc à photographier, puisque vous êtes autodidacte ? Oui, alors voilà. Alors là, je reviens sur le lien avec l'école. Donc, quand j'étais à cette école, là où aujourd'hui il y a la galerie de 411, en fait, j'ai rencontré un professeur avec qui je parlais beaucoup. Et il m'avait encouragé à continuer dans l'art. Il me disait, tu as quelque chose à faire là-dedans, il faut vraiment que tu creuses. Alors, comme le dessin, je tournais quand même un peu en rond, il me dit, tu devrais peut-être t'essayer à d'autres choses. Et effectivement, après, quand j'ai commencé à travailler, que j'ai eu mes premières payes, j'ai pu m'acheter un peu de matériel. Alors, j'ai fait de la musique, mais aussi j'ai fait de la photo. Et là, par contre, très vite, j'ai vu qu'avec la photographie, on pouvait capter des choses invisibles à l'œil nu dans le ciel, et ça m'a complètement bouleversé. Voilà, je me suis dit, c'est quand même magique qu'avec un appareil photo, on puisse aller révéler des choses qui sont à des millions d'années-lumière,
Et donc j'ai trouvé ça fascinant et donc voilà, c'est venu comme ça et c'est grâce à mon professeur aussi qui m'a aussi donné un peu cette étincelle quoi. Et, Et alors c'est vrai que vous photographiez davantage donc la nature ou les phénomènes de la nature, mais vous avez fait très peu d'animalier. alors j'en ai fait un peu parce que pareil, j'adore l'animalier, mais après c'est oui, enfin dans la photo, c'est vrai que dans la nature, il y a tellement de choses à faire. Il y a la macro, il y a l'animalier, il y a le paysage. Et je ne sais pas pourquoi, naturellement, ça m'est venu enfin, ce paysage. Mais par contre, je fais quand même un peu d'animalier. Moi, j'ai toujours un appareil avec un téléobjectif dédié à ça. Mais bon, pour faire de la belle photo d'animalier, il faut quand même faut observer les espèces, il faut prendre énormément de temps, il faut monter des affûts. Et c'est des choses que j'ai pas trop le temps de faire. J'aimerais parce que c'est très Comme de intéressant. vrais chasseurs. Voilà, comme de vrais chasseurs. Mais alors j'en fais un peu, mais moi c'est plutôt en mode suivi de l'animal, enfin sans le déranger toujours. Hein. Mais bon, un jour peut-être que j'essaierai un peu, ouais, de pousser le truc un peu plus. Et alors vous avez une admiration pour quelqu'un qui s'est spécialisé dans la photographie animalière, c'est Vincent Munier. Oui. Comment l'avez-vous découvert? Ah ben, je me rappelle, j'étais tombé sur ce reportage où il était parti photographier les loups blancs arctiques et il avait passé des semaines entières dans le froid, perdu au milieu de nulle part, à galérer et il avait eu cette rencontre à la fin et il y avait eu un petit reportage sur ça, il a fait un livre aussi. Et ce reportage m'avait donné des frissons, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et ces photos étaient époustouflantes en plus. Et du coup, j'ai regardé vraiment, j'ai suivi. Et c'est vrai que bon, aujourd'hui, c'est quand même une référence pour beaucoup de photographes. Et il le mérite bien parce que ce qu'il fait, c'est remarquable, quoi. Alors quand vous parlez de frissons, vous dites que vous aimez de temps en temps prendre des claques visuelles justement qui vous donnent des frissons. Oui. Ah bah après j'ai toujours été aussi attiré par tout ce qui est les éléments. La nature, je la trouve belle quand elle se met limite en colère. Je trouve que des fois elle révèle des choses. Alors c'est sûr que des fois c'est pas marrant parce que ça fait des dégâts, mais quand même quand elle montre un peu ce qu'elle a sous le coup de la puissance, là par contre je trouve que là ça met des claques et on se sent petit et moi j'aime bien, c'est comme quand je regarde les étoiles, j'aime bien qu'on se retrouve à notre place un peu et qu'on fait partie de quelque chose qui nous dépasse et ça impose le respect et je trouve ça beau. Ça amène à beaucoup d'humilité. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors donc vous avez aussi, alors vous êtes addict aux aurores boréales, comment avez-vous découvert les aurores boréales? Alors les aurores boréales, je me rappelle, ma petite sœur avait des livres d'astronomie, parce qu'elle adorait ça aussi, et de temps en temps j'allais dans sa chambre, je les regardais, et j'avais vu des photos d'aurores boréales. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc, c'est incroyable, il y a des couleurs comme ça dans le ciel, et du coup, j'ai toujours eu ça dans ma tête et un jour je me suis dit un jour j'irai en voir. Il faut que ça je le vois dans ma vie. Il faut vraiment que je vois ce phénomène de mes propres yeux et donc je me suis mis à faire de la photo de nuit dans les Pyrénées et alors l'idée c'était de vraiment être en capacité de maîtriser la technique pour un jour partir à l'aventure là-haut et aller à la rencontre de ce phénomène. Donc voilà. Et alors, au niveau technique, alors moi en photo, je prends l'appareil qui a tous les réglages, mais j'ai vu que vous disiez qu'avant vous utilisiez des réflexes et maintenant des hybrides. Alors, quelle est la différence entre un réflexe et un hybride? Alors, on va dire que c'est un peu une évolution. Alors, ça existait avant, mais les hybrides, les fabricants ont vraiment poussé la construction du boîtier. Et en fait, on retrouve aujourd'hui toute la technologie du réflexe dans un appareil beaucoup plus compact, qui fait rentrer beaucoup plus de lumière, et donc forcément beaucoup plus léger, beaucoup plus. Et en fait, on va dire, c'est une évolution de tout ce qu'on appelait le réflexe, qui d'ailleurs un jour va tendre à ne plus exister puisque ça sera remplacé par des hybrides. Et après, à niveau différence, en gros, on a quand même les mêmes choses, mais c'est beaucoup plus compact, beaucoup plus léger. C'est plus facile à transporter quand on part en voyage. Hein. Oui. Et alors, vous avez la chance, je crois, d'être sponsorisé. Oui, alors j'ai un partenariat avec Canon France, qui a repéré au cours d'un concours photo
J'avais présenté une image d'une aurore boréale et elle avait fini dans les finalistes. Et donc de là, j'ai eu un contact avec Canon et maintenant quand je pars faire des périples dans le nord ou même dans les Pyrénées, ben, ils me prêtent du matériel, dernier cri pour pouvoir le tester sur le terrain. Et ça, voilà, c'était un rêve et c'est un rêve qui s'est réalisé, quoi. Et alors vous dites que ce genre de photos, de paysages, ça permet aussi peut-être d'aller au-delà du réel. Donc c'est quelque chose qui peut-être est pour vous un peu mystique. Oui, alors en fait, quand on dit au-delà du réel, c'est au-delà de notre réel à nous. Parce qu'en fait... De ce que l'on voit. Voilà, de ce que l'on voit. Parce que toutes ces choses, elles existent. Mais nous, simples mortels, on n'a pas les capacités visuelles pour voir toutes ces choses. Et c'est vrai que l'appareil photo, il a ce pouvoir magique et c'est là où cette passion m'a vraiment plu. C'est que grâce à cet appareil, on peut visualiser des choses. Alors je pense quand on fait des photos de nébuleuses dans l'espace, c'est des choses à l'œil nu, on est à 10 000 de se dire qu'il y a ça dans le ciel, et l'appareil il le révèle. Les aurores c'est pareil, il révèle des couleurs enfin, c'est magique quoi de pouvoir, c'est comme si on avait un super pouvoir d'un coup. Mais il faut alors effectivement être là au bon moment, à l'instant T. Oui, ça c'est autre chose. Ça c'est là où c'est la difficulté en fait. C'est qu'en fait il faut voilà, c'est quand même dur parce que je pense notamment aux aurores. C'est quand on part là-haut, c'est pas un petit voyage et du coup on est tributaire de beaucoup de choses. Mais le soleil, les éruptions solaires, on est tributaire de la météo. Et puis quand on y va, c'est en hiver, donc en général la météo là-bas, ça donne quoi. Donc en fait, il faut quand même avoir un peu de la chance, mais bon, il faut la provoquer aussi. Bon, il y a des soirées là-bas, on a fait 200 km pour espérer voir une aurore dans une petite éclaircie en suivant les radars. Enfin, c'est là où c'est un peu de la chasse aussi, quoi. Et oui, il faut de la patience. Il faut vraiment de la patience. C'est des nuits entières à attendre, et des fois il se passe rien, et on est à des températures comme moins 40, donc voilà, il faut être en forme, il faut avoir de la patience. Et vous êtes allé aussi en Laponie. Oui. Donc oui, voilà, la Laponie, c'est ce qui regroupe en gros tous les pays scandinaves, en haut la Suède, la Finlande, un peu de la Russie et la Norvège. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer sur ces quatre endroits. Et donc oui, la Laponie, c'est le pays des aurores boréales, forcément. Donc tout s'est passé là-bas. Et alors, votre dernière exposition, enfin, une chronique d'un chasseur d'images, donc c'est Valhalla Rising. Alors pourquoi ce nom-là ? Parce que bon, j'ai toujours, alors, au-delà d'aimer la photo, j'aime les films de science-fiction. Moi, je suis depuis gamin, j'adore ça. Et j'aime bien l'univers viking, l'univers du Nord. Et c'est vrai que là-bas, ils parlent du Valhalla. Quand les guerriers meurent au combat. Les guerriers silencieux. Voilà, ou quand ils meurent au combat, ils sont emmenés à aller au Valhalla. C'est le paradis un peu. Et donc j'ai trouvé sympa d'appeler ça le Valhalla s'élève. Voilà, parce que c'est un hommage un peu à tous ces pays. Parce qu'il y a un film qui a été réalisé qui porte le même nom. C'est un film de Nicolas Winding. Oui, c'est ça. Et voilà, donc c'est quelque chose de particulier. C'était un film aussi, un voyage un peu psychédélique. Oui, je m'en rappelle. C'était... Et alors moi, je n'ai trouvé sur votre site, parce que j'étais voir avant cette interview, une seule photo où il y a une femme en robe rouge, des cheveux au vent, et c'est la mystique Fréja. Alors voilà. Expliquez-moi. Alors, en fait, parce qu'on quand on part maintenant, quand on part en périple, des fois je suis un peu tout seul, mais bien souvent je suis accompagné avec deux très bons amis photographes avec qui on a créé des liens super forts. Et donc ils font des stages, ces personnes-là, et ils avaient une stagiaire qui est venue avec nous. Et cette stagiaire, on a très sympathisé, enfin, et du coup elle était danseuse. Et donc on s'était dit, pourquoi pas imaginer de te faire danser sur une plage de sable noir avec une robe rouge, et de te faire, tu nous fais une chorégraphie et nous on fait des photos. Et alors à la base c'était plutôt des vidéos.
Donc on a essayé de faire un petit film, un petit montage avec des effets de ralenti. Et donc l'idée c'était, bon, on va mettre en scène que c'est Freya qui danse et sur la plage de sable noir des pays scandinaves. Et donc ça a été une expérience vraiment sympa parce que je fais pas trop dans l'humain en général. Mais là c'était vraiment chouette à faire. Et elle a été très très courageuse parce que l'eau était à 6 degrés, il faisait froid et elle était en petite robe rouge. Et elle a dansé pendant au moins 2 heures, donc c'était chapeau quoi. Alors vous avez aussi accompagné vos photos de textes qui sont très beaux. Vous donnez aussi des titres, alors souvent des titres en anglais à vos photographies, mais par exemple si je vous demande de me parler de l'arbre de vie. De l'arbre de vie. L'arbre de la lumière, pardon. L'arbre de la lumière. Alors, c'est une photo où on voit un arbre dessus. Ah oui, voilà. Oui, parce qu'alors des fois je délire aussi un peu. Non, j'aimais, voilà, Après, c'est sur le moment, quand je prends une photo, que je regarde qu'est-ce qu'elle m'inspire. Et c'est vrai que cette photo-là, c'est un orage que j'avais suivi, c'est bien ça. Et oui. donc, il y avait cet arbre, ce tronc avec toutes ces branches sans feuilles. Et en haut, une grosse cellule orageuse, on aurait dit que c'était un feuillage de lumière, quoi. Donc, ça m'a inspiré, l'arbre de lumière, ça m'a... Et Apocalypse Now? Ah ouais, bah alors... ouais, des fois je délire. Alors après, comme je disais, je suis très fan de cinéma. Et bon, j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de films cultes pour moi. Et c'est vrai que j'aime bien le délire de retrouver dans mes images, des fois, des inspirations de choses qui m'ont touché ou marqué. Et c'est sûr que c'était avec les orages, c'est des soirées où bon, l'adrénaline elle est au paroxysme parce que ça tape dans tous les sens, on prend des photos, il y a quand même, on a les frissons, on a le vent, et ce soir-là c'était l'apocalypse, quoi. Donc j'ai dit allez, on va s'inspirer de... Oui, vous dites d'ailleurs que la nature a un pouvoir surnaturel et envoûtant. Oui, ça c'est sûr. Alors après, donc vous avez aussi fait des expositions. Alors vous êtes lauréat de beaucoup de festivals de photographie. Vous avez eu des prix d'ailleurs aussi. Oui. Et puis vous avez aussi participé récemment aux expositions de l'association PLR. Oui, aussi, ouais. Avec d'autres photographes. Alors, vous avez réalisé des vidéos aussi. La question que je me posais par rapport aux vidéos, comment faites-vous pour prendre justement les images que vous avez en vidéo? Parce que quand on survole des volcans, comment faites-vous? Alors, pour ça, j'utilise un drone. Alors, il y a quelques temps, j'ai investi dans un petit drone. Et donc, c'est un drone qui a une caméra remarquable parce qu'elle offre une qualité de vue super, super propre. Et en plus, au-delà de ça, il y a une caméra pour faire des photographies. Et les photographies sont vraiment bien. Et alors, je me suis essayé avec ça. Et là, j'ai trouvé qu'on avait un autre regard sur le monde. Et alors là, ça devient encore plus fabuleux parce que là, on voit la Terre comme on ne la voit jamais. Donc, ça a été un autre outil dans mes outils pour pouvoir vraiment exploiter mon art. Et du coup, ça m'a amené à me mettre à la vidéo. Et comme je vous l'ai dit au début, j'étais un peu musicien aussi à mes heures. Donc là, ça regroupe encore plus de choses qui font ce que je suis, quoi. L'image, la musique, la nature. On dirait que tout ça se mélange. Et donc les prises de vue aériennes en drone, c'est sûr que pour faire des films, ça donne des effets fantastiques, quoi. Là, je pense dernièrement, quand j'ai pu voir l'éruption du volcan en Islande, nous, on la voit, on fait des photos, on est quand même à distance. Mais avec le drone, on est au cœur de l'éruption, quoi. C'est fantastique de pouvoir faire ça, de pouvoir s'approcher si près, de voir la lave exploser, passer au-dessus du drone. Enfin, c'est bon. Après, on prend des risques. Moins... Oui, quand même. Hein. Mais c'est quand même fantastique. On ramène des images incroyables, quoi. Vous prenez des risques, c'est-à-dire c'est le... Avec le drone. Le drone, oui. Bon, après, on s'approche un peu quand même aussi, parce qu'on ne peut pas non plus envoyer le drone trop loin.
Mais quand même, le drone évite, nous en tant qu'humains, de prendre une prise de risque qui pourrait être... Oui, de toute manière, vous ne pourriez pas vous approcher. Oui, on ne pourrait pas, je pense. Il faudrait des chaussures et des équipements spéciaux, et encore, voilà. Et alors maintenant, quel est votre projet ? Alors là, disons que j'en ai eu pas mal dernièrement. Et puis dernièrement, il y a eu donc cette éruption en Islande. Donc il n'était pas prévu que je parte. Mais je m'étais quand même gardé quelques jours de congé de côté, au cas où il se passe un truc en Europe. Et donc quand l'Islande, il y a eu cette éruption, là de suite je suis parti. Donc ça a été de l'imprévu total. Et effectivement, ça a été une semaine vraiment, on va dire, chaude, dans le sens où on n'a pas arrêté, quoi. Ça a été 9 jours, du soir au matin, donc je suis rentré un peu rétamé. Et là, pour l'instant, je vais récupérer un peu, parce qu'en plus, il y a les expos, il y a beaucoup de choses qui tournent en ce moment. Il y a quelques concours aussi où je vais avoir des prix et je vais être amené à y aller. Mais je pense que j'aimerais, en février, si c'est possible, février-mars, essayer de refaire une petite virée en Norvège pour toujours pareil, voir les aurores. Parce qu'au-delà du plaisir de les photographier, je suis devenu addict à ce phénomène. C'est tellement envoûtant que j'ai besoin d'aller les retrouver. Et après, à long terme, on avait plusieurs projets avec mes amis photographes, dont chasser les tornades aux États-Unis. C'est un projet un peu plus complexe, mais on y arrivera, je pense. Après, il y avait aussi, malheureusement, en Russie, je rêvais d'aller au lac Baïkal pour immortaliser les joies de l'hiver, on va dire. Mais bon, c'est pas trop le moment. Et après, j'aimerais bien aussi un jour aller plutôt dans l'hémisphère sud pour photographier la Voie lactée de l'hémisphère sud, parce qu'elle est différente que celle de notre hémisphère. Voilà. Oui, ce sont de beaux projets. Alors pourquoi n'avez-vous jamais, par exemple, été attiré par l'Asie ou par... Parce que c'est vrai que c'est différent. Mais vous préférez le feu et la glace. Oui, alors je ne sais pas pourquoi, c'est une attirance vers le nord. Il y a un truc avec le nord, je ne me l'explique pas. Je me sens tellement bien quand je suis là-bas, parce qu'au-delà de la photo, quand j'arrive là-bas, j'ai l'impression qu'on quitte ce monde de fou. Que je suis au pays imaginaire, que le temps s'arrête, que je respire, que je suis en paix, que j'ai pas de soucis. Vraiment, ça me coupe. Et alors, peut-être que c'est le froid, le calme, les immensités qui Il n'y a plus de silence, peut-être. Le silence, je sais pas. Et c'est vrai que j'ai cette attirance, et c'est incroyable, parce que c'est un besoin, quoi. Si j'y vais pas pendant un an et demi, ça me manque et j'en suis pas bien, quoi. Alors après, je suis de nature curieuse, donc j'aimerais voir tout. Si je pouvais, maintenant, est-ce que je vais en avoir assez avec une vie pour aller voir le monde entier? Je sais pas. Et alors pourquoi ne pas passer du statut d'amateur à un professionnel? Alors je suis passé professionnel en tant qu'artiste-auteur, mais vraiment dans un souci, si pour des expositions, quand je vends des tirages, pour être dans les règles. Mais après, j'y réfléchis, mais j'ai peur. Ce qui me fait peur, c'est qu'en passant professionnel, je vais retomber dans des choses... dans les portraits, dans le les choses comme ça. Le mariage, et ça... J'ai peur que de me mettre là-dedans, ça arrive à pas me dégoûter, mais me lasser de cette passion qui me donne tellement d'émotions. Donc pour l'instant, et c'est vrai que j'ai un travail à côté, quand même un bon travail qui me permet de vivre quelques rêves aussi, quoi. Donc les questions, alors j'aimerais un jour être vraiment reconnu dans la photographie de nature pour pouvoir vraiment commencer à voir les choses autrement, mais bon, le chemin est long et, et c'est pas évident. En tout cas, les critiques que j'ai pu voir ou entendre sur France 3 ou sur la presse, tout le monde quand même, je crois que c'est unanime, dit que vous sublimez la nature. Ouais, mais ça me touche. Parce que moi je la trouve tellement sublime que j'essaie de faire le max pour lui donner ses lettres de noblesse, comme on dit, parce qu'elle mérite tellement qu'on s'y attarde, qu'on la regarde. Et pour vous, ce n'est pas qu'un cliché, c'est-à-dire que quand vous le prenez, vous aimez en même temps retransmettre cette émotion. Oui. Que vous procure donc ce que vous photographiez. Oui, voilà, alors l'idée c'est ça, c'est pour ça que souvent quand je pars faire des photos, j'ai des souvenirs où des fois on arrive sur des endroits et tous les gens s'en vont en voiture parce qu'il commence à pleuvoir, à y avoir des tempêtes, et nous c'est là où on est bien, parce que
je me dis, si on veut vraiment la sublimer, il faut aller chercher ce qu'elle a vraiment à donner, quoi. Et elle est tellement magique dans ces moments-là que voilà. Alors après, j'ai essayé d'apprendre le maximum de techniques possibles pour pouvoir mettre en valeur certaines choses, avec des poses longues, mais l'idée c'est de la faire voir comme elle est fantastique, quoi. Alors il y a une cascade ou une chute d'eau que vous avez prise et j'ai vu un commentaire, alors bon moi comme je suis profane dans la matière, vous disiez que vous n'aviez pas utilisé de filet pour pouvoir avoir le vrai débit de l'eau, enfin... Oui. Alors oui, parce qu'en fait il y a plusieurs techniques, soit on utilise des poses longues avec des filtres en pleine journée et ça donne un effet laiteux, ça donne un effet de rideau, et alors c'est très joli, c'est très poétique. Mais après, des fois, il y a des cascades, elles sont tellement impressionnantes que des fois, en utilisant aucun filtre et des vitesses très rapides, on arrive à figer l'eau et là, on voit toute la puissance que dégage la cascade, quoi. Donc ça, au début, je faisais beaucoup de filets parce que je trouvais ça joli. Mais finalement, j'en reviens et je trouve que la montrer plus puissante, c'est mieux, quoi. Oui, en tout cas, bon, ce sont de belles photos. Et alors, bon, moi, peut-être pour conclure, donc vous avez fait aussi des conférences il n'y a pas longtemps à Air sur Adour, oui. Je crois. Et donc, quand vous faites des conférences, elles portent sur quel thème? Sur la partie technique, Alors, je fais un peu de tout. Ouais. J'essaie de mixer. En fait, en gros, c'est des conférences sur la nuit, la photographie de nuit. Alors, je parle beaucoup du ciel pyrénéen, avec les techniques pour photographier, appréhender les voies lactées, les étoiles. Mais je parle aussi des aurores boréales, avec beaucoup de conseils pour aller là-bas, des conseils au niveau des fois vestimentaires, comme les endroits, mais aussi la technique photographique. En fait, l'idée, c'est de faire un condensé sur la photographie de nuit, un peu. Enfin, en gros, ce qui me passionne, donc essayer de le transmettre un peu, quoi. Oui. Et alors, pour vous, enfin, je pense que je connais la réponse, mais donc, quel est ce que vous préférez photographier? Alors, forcément, il y a les aurores boréales, c'est quand même quelque chose. Parce qu'en même temps, je les vois, je suis pas dessous tout le temps, donc quand j'y vais, c'est tellement... Et puis j'ai passé des moments aussi, à coup de 3 semaines à pas en voir, à espérer là-bas, à galérer, que quand on en voit une, il y a l'émotion qui va avec aussi. Après, c'est sûr, j'adore le ciel étoilé aussi, mais ça, c'est plus accessible pour moi. Il me suffit d'aller à la montagne et je peux voir des choses fantastiques. Les orages, il y en a régulièrement. Donc, les aurores, c'est vraiment mystique pour moi. Et puis, il y a un truc fantastique dedans. Je sais pas comment expliquer. Bon, et en plus, maintenant, j'ai vu un volcan. Donc, ça aussi, ça rentre un peu dans mes coups de cœur à photographier. Parce que... Oui. Et alors une aurore boréale, ça dure combien de temps le phénomène? Alors moi j'ai vu de tout, ça peut durer 10 secondes comme ça peut durer 4 heures, toute la nuit. J'ai vu des aurores à 7 heures, il y avait déjà des traces vertes dans le ciel et jusqu'à 5 heures du matin ça venait, ça partait mais avec des tourbillons, c'était de la folie. Et il y a eu des soirées où j'ai passé des heures et des heures à attendre à moins 40 et d'un coup 10 minutes, bam, il y a une aurore qui se met, elle commence à danser, fouf, fini. Donc c'est ça qui est magique aussi, c'est c'est tellement aléatoire. Et comment on explique le phénomène alors? Et alors en fait c'est le soleil, c'est lié au soleil, ouais. C'est les éruptions solaires avec les vents solaires qui viennent sur la planète et comme la planète a un bouclier magnétique qui nous protège de tout ça, en fait toutes les particules sont renvoyées dans l'espace, mais il y a quand même des petites particules qui arrivent à passer au niveau des pôles et en fait quand elles rentrent dans l'atmosphère, elle s'enflamme au contact des gaz qu'il y a sur notre atmosphère et en fait ça donne ces couleurs qui dansent oui, avec ces bleus, ces verts, ces jaunes. Ah ouais. C'est un spectacle à voir parce qu'après la photo c'est une chose mais alors la voir en vrai c'est vivant, quoi. Et vos photos d'ailleurs il y a beaucoup de bleu. À part oui. Les volcans ou des ciels orageux où il y a un peu plus de rouge, un peu plus de... Mais c'est vrai qu'il y a une dominante bleue dans toutes vos photos. Oui, j'aime beaucoup les couleurs froides. Je trouve que les couleurs froides vont bien à ces pays. Oui, c'est sûr. En tout cas, dans votre exposition qui est très belle, peut être vue jusqu'au 1er octobre, donc à Sade 411.
Et puis, lorsque vous ferez d'autres expositions, on les relaiera aussi sur le... En tout cas, merci pour ce temps accordé. C'est moi Yannick Le Godec, et puis à très bientôt, peut-être pour de nouvelles expositions.